Bonsoir à tous. Alors déjà, pour commencer, je suis super content d'être ici, surtout quand Pierre m'a demandé de vous parler d'aligner les équipes sales et marketing, parce que c'est un sujet auquel j'ai été confronté durant mes dernières expériences pro. Et je trouve qu'aujourd'hui, quand on parle d'alignement sales et marketing, on ne parle pas des bonnes choses et souvent on parle plus d'alignement de moyens pour faire communiquer les services marketing et sales, plutôt que d'aligner ces équipes sur une stratégie et un modèle de croissance. Donc c'est ce que je vais essayer de vous présenter tout au long de cette petite conférence. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Dylan Baudouin, j'ai travaillé en tant qu'inbound marketer et responsable CRM dans deux boîtes. Donc j'ai commencé chez Neil. Neil, c'est une agence inbound marketing spécialisée dans l'industrie qui est HubSpot partner. Ça va jouer un petit peu sur ma presse, vous verrez pas mal de préceptes et concepts d'HubSpot. Après, donc, vous pouvez penser ce que vous voulez d'HubSpot. Moi, je trouve ce qui est intéressant, c'est que c'est une boîte qui donne beaucoup de doctrines et de concepts. Et au final, c'est des concepts qu'ils ont testés sur eux. Et aujourd'hui, en termes de croissance, dans le milieu du SaaS, c'est une boîte qui fait une croissance à 2 chiffres. Donc, c'est plutôt pas mal de les imiter. Et j'ai travaillé chez Campaign. Je sors d'une expérience chez Campaign, qui est une startup marseillaise, qui a tout simplement développé un outil de gestion de ses campagnes publicitaires, donc qui vous permet de faire de l'automatisation, de la contextualisation de vos annonces sur Facebook, Instagram et Google Ads. Dans ces boîtes, j'ai eu pour tâche de générer des leads, faire du nurturing grâce à des outils de marketing automation, et tout ça autour d'une stratégie de contenu, ce qui m'a amené à travailler autour tout simplement de la relation du service marketing et sales. Check. Donc l'alignement market et sales, qu'est-ce que c'est? Avant de vous donner une réponse concrète sur ce que c'est, je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui on veut rallier deux services qui avant étaient deux services distincts. On avait un service commercial, un service marketing. Pourquoi aujourd'hui on veut les réunir? Je vais partir sur le constat de plusieurs évolutions. Check. L'évolution du métier de marketeur. Moi, je m'en suis rendu compte justement quand je travaillais chez Neil, qui est une agence inbound spécialisée dans l'industrie, et donc un secteur qui n'est pas super glamour. Et en termes de marketing, on a fait quand même plus, comment dire, on a fait plus sexy, et c'est surtout que c'est un peu à l'ancienne, quoi. On fait encore du marketing d'industrie comme on faisait il y a 10, 15, voire 20 ans des fois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de CRM, on utilise Excel comme CRM. Et ça nous va très bien. On fait surtout des salons pour générer des leads. Et le service marketing, il va être là pour faire les plaquettes, les cartes de visite et envoyer 2-3 mails et avoir fait la petite signature avec le logo de la boîte. C'est pas faire une caricature, c'est vraiment ça. J'étais vraiment confronté à ça avec certains clients. Et au final, le métier de marketeur, il n'avait pas vraiment une vision héroïste. Et aujourd'hui, avec le digital, on va parler d'attraction de trafic, on veut générer du trafic, on veut générer des leads, on veut générer du business. Et au final, le marketing est devenu de plus en plus héroïste. Et quand on veut générer du business, forcément, on va commencer à rentrer dans le scope du métier des sales. Et donc, c'est là où on voit la barrière, la frontière qu'il y avait entre le marketing et le sales qui va commencer à se réduire. On va aussi voir une évolution dans le parcours d'achat. Et ça, je pense que Anne-Charlotte va vous en parler tout à l'heure. Tout simplement, vos prospects, quand ils vont arriver vers vos commerciaux, ils ont déjà fait à peu près 80% du taf parce qu'ils utilisent Google. Ils utilisent tout un tas de moteurs de recherche, ils utilisent les réseaux sociaux pour s'inspirer, pour chercher des solutions à leurs problèmes, leurs besoins. Et au final, quand ils arrivent face à vos commerciaux, ils ont déjà fait, comme je vous dis, une grande partie du travail. Ils savent déjà les solutions qui répondent à peu près à leurs besoins. Et ils ne vont plus être dans une démarche informationnelle où ils vont vouloir aller chercher l'information auprès de votre boîte, mais plus dans une démarche de recherche d'expertise, d'être rassurés sur ce que vous leur proposez. Et donc, en fait, ils ont juste besoin d'aide. Et donc, on est dans un changement total de mindset qui a entraîné une évolution des sales, du métier de commercial. Et ça aussi, je l'ai vu très clairement dans l'industrie. Les commerciaux, c'était les big boss de la boîte. Clairement, les mecs, ils avaient leur carnet d'adresses, ils avaient leur bagou, et au final, quand ils avaient des clients à l'époque
qui n'avaient pas spécialement consulté Google et qui s'étaient pas spécialement renseignés, et ben 2-3 rendez-vous, un petit coup de fil et quelques arguments de vente, et c'était facile de générer du business. Et au final, aujourd'hui, les sales, ils se retrouvent face à des mecs qui connaissent déjà parfaitement le produit que vous leur vendez, le service que vous leur vendez, et ils ont besoin en fait qu'en amont, maintenant, le market, il ait fait le taf d'évangélisation de votre produit, d'évangélisation de votre service, avec des contenus du blog, des études de cas, qui vont présenter un peu le produit pour que eux, ils aient plus qu'à être là en tant qu'experts et les orienter vers la décision d'achat. Donc, on le voit très bien du coup que le marketing tend de plus en plus vers les sales ont de plus en plus besoin du marketing, et on le voit aussi même dans les, on va dire, nouveaux métiers, entre guillemets, on parle de plus en plus de directeurs marketing et commercial, on n'arrive plus trop à avoir la barrière, et on parle même de plus en plus de head of growth, growth marketer, et en fait, je pense, après c'est ma vision, sur le long terme, on va plus avoir des pôles de croissance plutôt que un service marketing, un service commercial et un service client. Et c'est pour ça que j'aime bien cette définition, entre guillemets, même si ça paraphrase un peu la conférence de ce soir. Le marketing, donc c'est juste la contraction de sales et marketing, et le processus qui consiste à aligner les équipes commerciales et marketing autour d'objectifs communs. Tout simplement parce que pour moi, aujourd'hui, votre business, il faut que tout le monde soit au pli pour générer de la croissance. Et c'est ça l'objectif commun qu'il faut atteindre. Et donc, avant de s'aligner sur un objectif commun, pour que tout ce petit beau monde ils arrivent à communiquer entre eux et atteindre cet objectif, il faut développer un langage commun. Un langage commun, c'est quoi? C'est que vos personas, il faut qu'il n'y ait plus aucun secret pour l'ensemble de la boîte. J'ai plein de clients, ou surtout des commerciaux, qui n'avaient aucune idée de ce qu'était un persona. C'est que je leur parlais en latin. C'était pas fou. Et en fait, ça crée énormément de friction sur le parcours d'achat de vos clients si les interlocuteurs de vos boîtes ne connaissent pas les cibles. Donc il faut que tout le monde soit au point sur quels sont les différents personas, quels sont leurs besoins et problématiques pour pouvoir adapter le discours. Et aussi, surtout, un truc que j'ai revu plein de fois, c'est connaître le degré d'implication de chacun de vos personas dans le parcours d'achat. Parce que bien souvent, on rentre en contact avec une boîte, avec un persona qui va être très opérationnel. C'est lui qui va avoir besoin de votre outil, votre service, sauf que ce n'est pas lui qui va dépenser l'argent pour l'acheter. Et au final, par le marketing, c'est le marketing qui va générer un persona qui est très opérationnel, et le sales, il va se retrouver en discussion avec le supérieur hiérarchique, et du coup, il y a une perte d'information au final dans le parcours d'achat, et c'est pas normal que le sales ne soit pas au courant avec qui il va négocier en fait. En plus des personas, il va falloir que vous définissiez clairement les phases de cycle de vie de vos clients. Qu'est-ce qu'un lead? C'est quoi un lead pour une boîte? C'est quoi un MQL? C'est quoi un SQL? Ça, je ne peux pas vous donner la définition claire pour votre boîte. Chaque boîte a un cycle de vie qui lui est propre. On le voit même surtout dans le SaaS, on parle souvent de lead MQL, PQL, SQL. PQL, c'est les personnes qui utilisent votre outil en période d'essai. Et en fait, c'est super important de mettre des mots et de mettre des caractéristiques précises sur chacune de ces étapes pour pouvoir les toucher au mieux derrière. Pour une boîte, un lead, des fois, ça va être juste un mec qui va s'inscrire à la newsletter ou remplir le formulaire sur la page contact. Pour d'autres, ça va être quelqu'un qui a démarré une période d'essai sur l'outil. Et surtout aussi, la notion qui est super importante, celle de MQL, c'est réussir avec vos équipes à définir quel est le bon fit avec votre boîte. Parce que des fois, il y a des boîtes qui vont être là, qui vont acheter votre produit, votre service, et qui au bout de 2 mois, on va se rendre compte que la relation, elle est vraiment tendue. Et des fois, c'est peut-être mieux de passer à côté et de garder vraiment que les profils qui sont vraiment des bons fits avec votre boîte. Et donc, comme le disait Clotilde, la data, c'est la clé. Et il n'y a pas d'alignement sans CRM. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible
vous allez pouvoir essayer de trouver des astuces pour faire sans. Mais aujourd'hui, si vous n'avez pas de CRM pour compiler la donnée de vos clients, bah déjà, vous n'allez pas pouvoir faire ça. Vous n'allez pas pouvoir définir qu'est-ce qu'un lead, parce que sur vos clients, vous n'allez pas pouvoir dire un lead, il a telle caractéristique, telle caractéristique, telle caractéristique. Et donc du coup, vous n'allez pas pouvoir mettre en place vos différentes phases de cycle de vie, et vous n'allez pas pouvoir collecter de data sur chacune des phases, et donc pouvoir vous adresser au mieux à ces différentes cibles. Et il est important du coup de savoir qu'est-ce qu'on collecte, comment on le collecte. Peut-être que justement après en réunion Sales et Market, on se rend compte qu'il faut tel type de données pour les leads, et les sales ils vont dire il faut changer les formulaires de contact, il faut ajouter tel champ, tel champ, tel champ. Le market il va dire non, parce que ça, si on rajoute des champs, on va baisser le taux de conversion. Du coup il faut aller scraper cette data. Voilà. Donc c'est super important de se poser la question, quelle data, comment et qu'est-ce qu'on en fait. Il y a aussi toute la partie de segmentation. Aujourd'hui c'est un peu la clé. Et ça aussi, encore, ça va varier avec votre business. Peut-être que aujourd'hui vos sales ils sont organisés est-ce que vous avez des sales qui sont plus par vertical, des sales sur le retail, des sales sur le e-commerce, et à ce compte-là il faudra faire des segmentations retail, e-commerce, travel, je sais pas. Peut-être que c'est des segmentations qui sont géographiques, et donc c'est important de savoir comment segmenter votre base de données. Et le lead scoring doit être carré. C'est-à-dire que aujourd'hui un CRM, ce qui fait la force du CRM, c'est que toutes les actions qui sont faites par vos prospects sur votre site, vous allez pouvoir lui attribuer une note et tout simplement pouvoir l'aider, pouvoir définir qu'un lead aujourd'hui ça vaut un score de 30, un MQL un score de 50 et un SQL un score de 60. Je ne sais pas, après c'est vous qui allez définir. Par exemple, si le téléchargement d'un livre blanc ça vaut 10 points et si une inscription à une période d'essai de 14 jours ça vaut 30 points. Très important, les KPI et le reporting. Là, ce que je voulais mettre en avant, donc forcément, il n'y a pas que dans l'alignement où on a besoin de KPI, dans Market en général, on ne jure plus que par ça. Là, ce que je veux dire, c'est qu'il faut des KPI qui sont communs à tous, dans le sens où aujourd'hui, on est vachement siloté, où le marketing, il a ses KPI, ça va être génération de trafic, génération de leads. On va avoir les sales, qui vont être plus sur des taux de closing. Là, l'idée, c'est peut-être de se donner des indicateurs plus de croissance et des indicateurs un peu plus globaux. Et en plus d'avoir des indicateurs qui sont plus globaux sur la croissance, je ne sais pas si on dit globaux, mais on va dire que oui, il va falloir aussi définir des indicateurs qui sont peut-être un peu moins quantitatifs et un peu plus qualitatifs. Par là, j'entends que, par exemple, comment on mesure la satisfaction client, comment on évalue l'expérience qu'ont vos clients dans leur parcours d'achat. Et donc ça va être un indicateur au final de comment se porte votre business. Et donc ça va vous permettre d'avoir une vision plus globale et moins silotée entre le market et les sales. Et donc le feedback, c'est la base. En fait, quand on parle d'alignement sales et marketing, au final, l'alignement sales et marketing, c'est ni plus ni moins que des réunions qui sont super bien faites. Et il va falloir juste réussir à faire communiquer toutes les équipes. Et c'est là qu'il se crée en fait une vraie synergie. C'est quand on se rend compte qu'au final, peut-être les commerciaux ils ont un peu moins de pouvoir qu'avant pour faire du closing. Mais là où ils ont encore énormément de pouvoir, c'est que c'est eux qui sont sur le terrain, qui parlent avec vos clients. Et c'est eux qui vont aller nourrir le market avec des insights consommateurs, qui vont nourrir vos personas en rajoutant des données auxquelles on n'aurait pas pensé. Et donc, tout simplement, ça va aussi nourrir toute votre stratégie de contenu parce qu'il faut répondre à certains besoins, certaines interrogations de vos clients. Et ça, c'est les commerciaux qui vont vous aider à identifier ces besoins-là. Et aussi toute la partie, on ne pense jamais au service client. Quelles sont les questions les plus fréquemment posées je veux dire, même au-delà du market, si vous avez une équipe produit, c'est quelque chose qu'il faut remonter parce que voilà, c'est pas que market et sales qu'on va aligner, c'est l'ensemble du business. Et donc si vous voulez avoir une expérience propre sur votre produit, votre service, il faut que tout le monde soit aligné.
dans l'optique de la croissance. Et donc ça passe justement par ce genre de feedback. Donc en fait, je vous disais, l'alignement, c'est quelque chose, c'est une réunion qui est super bien organisée et qui est super bien organisée autour du bon framework. Aujourd'hui, on parle beaucoup de funnel. Le funnel, c'est le framework qu'on utilise le plus, sauf que je trouve que c'est un modèle qui est un peu trop linéaire. Souvent, il y a le market, il va dire ce mois-ci, j'ai généré tant de trafic avec un taux de conversion de temps. Je vous ai filé tant de leads. Et les sales vont dire j'ai pris tant de leads et j'ai généré tant de clients. Et ça s'arrête un peu là. On est sur un dialogue qui est un peu vertical. Et au final, je trouve que la finalité, elle n'est pas ouf parce qu'on se retrouve au final avec des clients. Ok, on a généré des clients et après, il se passe quoi? Et on n'en parle pas assez de ce qu'il y a après. Et moi, je pense que ce qu'il y a de plus efficient comme framework, donc voilà, donc en fait, du coup, un framework comme ça fait qu'on n'identifie pas en fait les bonnes problématiques et du coup, on ne prend pas les bonnes décisions derrière parce qu'on prend des décisions par rapport juste à des chiffres, à des micro-conversions et pas à des problèmes qui sont peut-être plus factuels et des vraies solutions. Et donc du coup, je pense que pour ça, le bon framework à utiliser, c'est ce que HubSpot a appelé la flywheel. C'est plus un modèle où le résultat, c'est le client, c'est un modèle où le client il est au centre de la stratégie et où le marketing va servir les sales va servir le service client, et le service client, il va transformer vos clients en générateurs de business. Et donc c'est pour ça qu'on est en fait sur un modèle plus vertueux, où l'intérêt là, ça va être de travailler l'expérience utilisateur, et du coup l'alignement il va se faire autour de votre client et autour de la croissance. Et donc l'objectif c'est d'avoir zéro friction, d'effacer toutes les frictions possibles sur l'expérience utilisateur, enfin sur l'expérience de votre client sur le parcours d'achat. Et en fait, il faut voir un peu ce modèle comme le tourniquet. C'est l'exemple que j'aime bien donner. Le tourniquet, au début, vous mettez vos gamins dessus et les premiers coups, ils sont super lourds. Ils sont super durs, sauf que plus le tourniquet il tourne, plus ça devient facile, moins vous avez d'efforts à faire et moins il y a de friction. Bon, vous prenez le tourniquet dans le genou et plus le tourniquet, il va accélérer avec le moins d'efforts possible. Donc on est sur un modèle d'alignement qui est global, car on a un objectif, c'est la croissance. Une vision commune, c'est d'aider ses clients à grandir. On n'est plus là juste à vouloir vendre, on veut les aider à grandir. La croissance de vos clients, c'est votre croissance. Et un outil commun, c'est le CRM. Et donc en fait, j'aurais pu vous donner un tas de types d'alignements possibles et inimaginables, sauf que ça n'aurait pas été pour moi le plus efficient parce que au final, ça va être propre à votre business. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut, quand vous allez arriver, je ne sais pas quand, en réunion, vous vous posez avec les personnes qui s'occupent du market, du sales et des services, vous posez ce framework et vous allez lister pour chaque étape toutes les actions que vous faites. Et j'aime bien utiliser ça, un parcours idéal et un parcours, le pire parcours possible. Ça va vous aider à voir aujourd'hui, en faisant le parcours idéal, comment vous arrivez aujourd'hui à générer des clients en passant par toutes ces étapes. Et en faisant le pire parcours, ça va vous aider à voir en fait toutes les frictions aujourd'hui qui sont générées sur le parcours d'achat de vos clients. Une fois que vous avez identifié ces frictions, c'est là en fait qu'on va utiliser à bon escient tout ce qui est marketing automation et la création de bons process pour générer de la croissance. En vrai, pas besoin d'outils de fou. Un papier, un stylo, ça suffit. Un feutre sur un tableau, ça suffit. Et moi, en vrai, je bosse avec ce tableau-là, voilà, avec les actions en place pour chaque phase. Les actions en place, du coup, je fais mon parcours idéal. Les pires, c'est les frictions. Et derrière, la solution, soit par du market, soit par de la création de contenu, enfin, soit par l'automation, soit de la création de contenu, soit par un process en interne. Donc, j'ai pris un exemple, mais vraiment le plus simple possible pour essayer d'aller le plus vite possible. Je vois que Pierre est très pressé que je finisse. Voilà, aujourd'hui, j'ai un business SaaS. Pour attirer des leads, j'ai un blog, des livres blancs. Je fais des mails pour présenter mon outil. On a une période d'essai de 14 jours pour générer des leads. Derrière, les commerciaux, ils envoient des mailings avec des études de cas, des newsletters. Bref, un petit call à la fin de la période d'essai. Un mailing avec la propale, avec une signature directe. Et derrière, on a un live chat en support pour aider les clients. Sauf que le market, il se rend compte qu'une friction,
il y a des gens qui téléchargent les livres blancs, mais ils ne s'inscrivent pas à la période d'essai. Donc pas ouf quoi. Solution marketing automation. On envoie un mail au bout de 3 jours avec une étude de cas qui correspond au secteur d'activité du lead pour lui donner envie d'utiliser lui aussi sur son business l'outil pendant 14 jours. Sauf que là, le commercial, il fait ouais, vous êtes bien sympa de vouloir générer des mecs qui utilisent l'outil pendant 14 jours, sauf que moi, quand je les appelle, à la fin des 14 jours, les mecs, ils n'ont pas utilisé l'outil. Donc, pourquoi ils n'ont pas utilisé l'outil? Parce qu'il est trop compliqué et du coup, ils préfèrent laisser passer la période d'essai, ce qui arrive énormément de fois sur les outils SaaS. Et du coup, voilà, on va créer un nouveau process, un onboarding. Soit on appelle le client le prospect dès qu'il a commencé sa période d'essai pour l'aider à mettre en place, paramétrer son compte. Soit un onboarding visuel, comme ça se fait bien, avec des petits pop-ins, des petits trucs qui clignotent, des petits tutos step by step. Ou la création d'une knowledge base. Donc là, on répond pas par un process, mais par une création de contenu. Et derrière, on va avoir le service client qui va dire « Ouais, mais alors vous voulez des clients qui génèrent des nouveaux clients et donc qui soient des promoteurs, sauf que, et ça c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé chez Campaign, c'est que le client il ne veut pas nous recommander parce qu'il utilise l'outil, il a des super résultats, mais il ne veut pas perdre son avantage concurrentiel parce que ses concurrents n'utilisent pas l'outil. Et du coup, là, il faut repenser un peu le business et créer un nouveau service et se dire, donc chez Campaign, c'était un annonceur qui faisait des pubs sur Campaign et il ne voulait pas que ses concurrents utilisent Campaign. Et du coup, on s'est dit, ok, les annonceurs, ils veulent garder ça secret. Par contre, les agences qui utilisent l'outil, eux, ils veulent le filer à un max de clients. Et du coup, l'idée là, c'est de créer un programme d'agence partenaire, un peu comme fait HubSpot, un peu comme fait Facebook, qui est un programme d'agence partenaire, pour divulguer un peu la bonne parole et générer plus d'utilisation de l'outil. Et donc, du coup, récompenser ces agences qui vont promouvoir notre outil. Donc, en fait, je veux juste vous montrer qu'avec juste un petit tableau, on peut, en alignant un peu les équipes, on peut réussir à créer des actions de marketing automation, créer des nouveaux process, du contenu, et peut-être même un nouveau service et une nouvelle façon de générer du business. Et tout ça en peut-être 1 heure de réunion. Et du coup, à la fin de cette conf, je pense que ce que j'aimerais que vous ayez en tête, c'est est-ce que vous préférez générer 10 clients qui vont doubler votre chiffre d'affaires, au risque de les perdre incessamment sous peu, comme ils sont très volatiles, ou en générer 10 qui peuvent potentiellement en générer 10 autres. Voilà. Merci à tous.